Donc, on va terminer aujourd'hui, enfin, j'espère terminer la partie sur l'intrication de façon à pouvoir démarrer la semaine prochaine avec l'opérateur évolution, introduire le Hamiltonien, commencer à faire de la physique quantique un peu au-delà de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est simplement... Jusqu'à présent, on a vraiment étudié la structure de l'espace des états, vu comment se comportent les grandeurs physiques associées à des opérateurs auto-adjoints, comment on peut calculer des probabilités d'obtenir tel ou tel résultat si on fait une mesure, comment donc obtenir des valeurs moyennes aussi pour des grandeurs physiques, mais on n'a pas du tout vu encore comment évoluer les systèmes sous l'effet de lois physiques qui nous disent dans telle circonstance, si on part de tel état, on arrive à tel autre. Ça va être donné par l'opérateur évolution. Et on n'a pas encore du tout fait ça, et j'espère quand même pouvoir commencer ça la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je vais simplement compléter ce qu'on avait commencé la dernière fois. Alors si j'ai bien noté, on avait un grand 5 sur l'intrication. Donc l'idée était de combiner des systèmes physiques. Auparavant, on n'a vu que des systèmes physiques considérés par eux-mêmes, avec leur propre espace des états. Mais évidemment, on peut aussi considérer plusieurs systèmes physiques susceptibles d'interagir entre eux. Il y a un truc là, c'est à quelqu'un ça? Bon, on a gagné un chargeur, c'est bien. Donc, on peut considérer plusieurs systèmes physiques, à commencer par 2, évidemment, s'il y en a plus, la procédure est la même. Et on a vu comment combiner l'espace des états. Alors, ça devait être un 2 produit tensoriel, je crois. On a vu comment combiner l'espace des états d'un premier système, donc l'espace des états, l'espace de Hilbert H1 pour le système 1, et l'espace des états d'un deuxième système, en combinant ces espaces vectoriels pour en faire le produit tensoriel. Et donc, ceci est l'espace des états du système global 1 union 2. Enfin, je le note comme ça, vous voyez ce dont je veux parler. Le système qui comprend les deux sous-systèmes. Alors, on a expliqué comment construire ça. On a vu aussi qu'il n'y a qu'une seule façon mathématiquement de construire un espace vectoriel qui combine deux espaces vectoriels en un seul, mais en respectant toutes les propriétés de linéarité qui sont essentielles en physique quantique. Essentiellement, donc on a vu que toute application bilinéaire de H1 croix H2 qui prend un élément de H1 et un élément de H2. Alors je vais noter 1 avec un superscript ici, 1 et 2 pour désigner que ça c'est un ket, c'est-à-dire un état du système 1, et ça c'est un ket, c'est-à-dire un état du système 2. Et donc l'idée c'est de combiner ces deux vecteurs, appartenant chacun à son propre espace vectoriel, en un seul vecteur qui appartient à l'espace vectoriel qui les combine, qui est donc le produit tensoriel. Et ça se note phi 1 croix avec un rond autour. Donc ça se dit produit tensoriel, ou croix simplement quand on veut aller un peu plus vite. Et donc, ce qu'on a vu, enfin c'est ce qui fonde cette définition, c'est que quelle que soit l'application bilinéaire de H1 croix H2 dans un certain espace quelconque, je vais le noter H, il existe... oui, alors donc ça c'est réalisé par une application phi, c'est-à-dire ça c'est phi, par définition c'est phi de
enfin, je devrais l'appeler autre, enfin, je l'avais noté phi, je la laisse phi, parce que ça aussi, ça se dit phi. Mais... Donc, c'est phi de phi psi égale ça. Et donc, l'idée, c'est que pour toute application linéaire qui prend un vecteur de l'un, un vecteur de l'autre, et qui fait un élément d'un autre espace vectoriel, il existe une unique application G tilde qui part directement de l'espace vectoriel qui combine les deux espaces, de l'espace produit tensoriel, et qui va dans le même espace, et qui atteint le même point. C'est-à-dire que G tilde appliqué à phi croix psi, alors phi pour le premier, psi pour le deuxième, c'est en fait G de phi et de psi. C'est-à-dire que toute application bilinéaire de chacun des espaces individuellement dans quelque part est en fait une application linéaire, enfin peut être écrite comme une application linéaire du produit tensoriel des deux vecteurs vers le même espace et qui donne le même élément. Okay ? Donc ça, c'était la définition de ce produit tensoriel. Alors, on n'avait pas tout à fait fini la construction de l'espace des états. Donc ça construit l'espace vectoriel, mais un espace des états en physique quantique, c'est un peu plus qu'un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel sur C, bien sûr, mais avec un produit hermitien. Hein. C'est un espace de Hilbert, donc il y a un produit hermitien. Question, comment construire l'espace la forme hermitienne qui réalise des produits scalaires dans le nouvel espace vectoriel. Donc chaque sous-système a son propre espace des états et sa propre forme hermitienne. Alors je vais la noter H1, celle-ci je vais la noter H2. Hein. L'idée c'est que si vous avez deux états de phi, enfin, je vais le mettre en dessous, si vous avez deux états, je vais les appeler phi1 et phi2 de l'espace vectoriel du premier sous-système, donc ça fait beaucoup d'indices, et on simplifiera les notations après, mais pour l'instant j'essaie d'être explicite. Le produit scalaire au sein de l'espace des états du premier sous-système, eh bien, il est donné comme ceci, et on a vu qu'on pouvait le noter en notation bracket. Hein, on peut réécrire ça, donc phi1, je vais mettre ici donc le superscript phi1, phi2, voilà, pour deux états quelconques de l'espace vectoriel du premier sous-système. De la même façon, si je prends deux états quelconques de l'espace pardon? Ah oui, c'est dans l'espace 1, merci. Voilà. Et donc, si je prends maintenant deux vecteurs d'état du système de l'espace vectoriel du deuxième sous-système, je peux écrire de la même façon psi 1, 2, psi 2, 2. Bon. Les notations rendent les choses un peu compliquées, mais c'est très simple, c'est juste le produit scalaire des deux vecteurs. Alors la question maintenant, c'est comment former un produit scalaire, un produit hermitien, dans l'espace vectoriel produit tensoriel. Eh bien, un produit hermitien, c'est juste une forme sesquilinéaire. Donc, vous connaîtrez l'action, enfin, vous définissez entièrement ce produit scalaire si vous êtes capable de définir son action sur les vecteurs de base. Et donc, alors, oui, je ne l'ai pas rappelé ici, une base de cet espace vectoriel produit tensoriel, c'est, alors si, pardon, je reviens un peu en arrière, enfin, notez pas ça, vous l'avez vu la dernière fois. Donc, si H1 est un espace qui a pour base je vais noter comme ça EI avec I dans un certain ensemble I, si H2 a pour base, par exemple, FJ avec un certain ensemble d'indexation J, alors l'espace produit tensoriel a pour base, par exemple, il y a d'autres bases, il y a une infinité de bases possibles, mais par exemple, la base EI croix FJ, donc pour I dans I et J dans J,
Et là, on voit immédiatement que la dimension de l'espace vectoriel produit tensoriel, c'est le produit des dimensions. Bon, je ne le réécris pas. Dim de ça, de H1 croix H2, c'est dim de I1 de H1 fois dim de H2. Donc, alors ceci étant dit, maintenant je peux effectivement représenter, définir le produit hermitien dans l'espace H, alors dans l'espace produit tensoriel. Je vais la noter H, celle-ci. En donnant son action sur les vecteurs de base. Alors, je vais prendre deux vecteurs de base quelconques. EI croix FJ. Et puis, EK croix FL. Juste un autre. Donc, pour un I et un J donné, pour un K et un L donné, donc je prends deux vecteurs de la base de l'espace vectoriel produit tensoriel. Et je définis ce produit hermitien de la façon la plus naturelle qui soit. L'idée, c'est que ceci forme une base orthonormée, cette base-là. Et par conséquent, ceci doit être égal à 0 si les deux vecteurs-là ne sont pas les mêmes, ou à 1 s'ils sont les mêmes. Eh bien, la façon formelle d'écrire ça, c'est de dire que ce produit vectoriel, ce produit hermitien ici, c'est simplement delta IK. Si I n'est pas le même que K, alors ces deux vecteurs ne sont pas identiques. Donc déjà, il y a ça. Et puis fois delta JL, effectivement, puisque si J n'est pas égal à L, ça ne colle pas. Donc en fait, ce produit hermitien est nul dans tous les cas, sauf si à la fois I est le même que K et J est le même que L. Oui. IK et JL. IK et JL? Oui. Il faut qu'ils soient égaux. Oui, non, mais c'est... là, vous avez fait les premiers entre eux. Est-ce qu'on peut se croiser entre guillemets? Non. En fait, ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là si le premier est le même que le premier et le deuxième est le même que le deuxième. D'accord. Effectivement, si vous avez E1 croix F2, c'est différent de 2 croix F1. Il n'y a rien à voir. D'accord. C'est même pas juste que je les permute, c'est qu'ils ne sont pas chacun dans le même espace. Oui. Ah, est-ce que c'est... Est-ce que ça, vous pouvez l'écrire comme ça? C'est ça? Alors, la réponse est oui, sauf que c'est ambigu. Enfin, la réponse est oui si on écrit en toutes lettres que ça, c'est l'état du premier et ça, c'est l'état du second. Du coup, ça, l'état du second et ça, du coup, ce serait vrai, vous voyez? Chacun est dans son espace, donc vous pouvez choisir de mettre le premier en premier ou le deuxième en premier. Mais c'est très dangereux parce que très rapidement, on va enlever ces indices-là parce que c'est chiant à écrire. Et puis surtout, justement, si on prend la convention qu'on met le premier sous-système en premier et puis le deuxième en deuxième, du coup, il n'y a plus besoin de mettre ces indices-là puisque ça va de soi de par leur position. Donc effectivement, on n'écrira pas ça parce que par convention, on va mettre le premier en premier et le deuxième en deuxième. Sachant qu'on peut choisir le premier, celui qu'on veut, mais on en choisit un, puis après on ne bouge plus. OK, donc voici le produit hermitien. Alors c'est intéressant parce que, bon, d'abord, effectivement, c'est ça qu'on veut. Comme ça, cette base-là est bien, pour tous les I et tous les J, est bien une base orthonormée. Mais vous voyez aussi que ça, finalement, c'est égal à H1 de EI, EJ, fois avec un vrai fois, cette fois, un vrai produit, ça c'est un nombre complexe, et ça c'est un nombre complexe fois un autre, et donc fois H2 de FJ, excusez-moi, EK ici, FJ, FL. Évidemment, ici, c'est quel que soit I, J, K, L. Donc le produit hermitien de deux
vecteur de base du produit tensoriel, c'est le produit des produits hermitiens de chacun, enfin, bon, ouais, ça, quoi. C'est plus dur à dire qu'à écrire. OK? Alors, de manière plus générale, donc ça, on est d'accord que ça définit entièrement le produit hermitien. C'est-à-dire que maintenant, si vous faites le produit hermitien entre deux vecteurs quelconques de H, donc le premier, par exemple, que je vais appeler phi, et qui est donc n'importe quelle combinaison linéaire des vecteurs de base, donc somme des alpha ij ei croix fj, d'accord? Ça, c'est le vecteur le plus général qu'on puisse écrire au sein de l'espace produit tensoriel. Donc si j'en ai un comme ça, puis un autre, je vais prendre un phi prime, somme sur ij de alpha ij prime, donc ei croix fj. Si je connais ça, alors je connais le produit scalaire de ces deux-là. Je peux écrire que H... Alors ça c'est dans l'espace 1 union 2, on est d'accord. Hein? Et lui, il est dans l'espace 1 et lui dans l'espace 2. Si on veut tout expliciter, ça devient vite très lourd, mais il faut juste comprendre de quoi il s'agit. Donc, je le fais explicitement une fois. Donc, H de phi prime, ici, ça va être somme sur ij. Alors, en fait c'est H de ça et de ça. Et donc, par sesquilinéarité, je vais avoir somme... Alors, je vais changer les indices aussi, parce que sinon il va y avoir des conflits. Excusez-moi. Donc, somme sur ij des alpha j. Alors, attention, c'est semi-linéaire à gauche, donc il faut mettre des étoiles ici. C'est linéaire à droite, donc alpha prime KL. Et puis maintenant, H de ça et de ça. C'est-à-dire delta IK, delta JL. Et donc, ceci est égal à la somme sur I et sur J. Alors, donc, tout ça, c'est nul, sauf si I égale K. Donc, on a et si J égale L. Donc, on va avoir alpha I étoile, donc alpha IJ étoile, alpha IJ aussi. OK? Donc, c'est la somme sur I et sur J des modules de alpha IJ carré. Donc, ça se comporte exactement comme un espace vectoriel standard. Vous avez une certaine base. Tous les vecteurs se développent sur cette base avec des coefficients. Et le produit scalaire... Ah, pardon. Ah non, excusez-moi, j'ai anticipé. Il y a un prime ici. Maintenant, si vous calculez la norme du vecteur, c'est ça, j'ai un peu anticipé. Si vous faites H phi avec lui-même, là, ça donne somme sur I et sur J. Donc, de alpha IJ étoile fois alpha IJ, c'est-à-dire module de alpha IJ carré. Pardon pour l'anticipation. Et donc, je reprends la phrase que j'ai interrompue avant. Oui? Normalement, alpha et normalement, c'est pas même chose. Là, s'ils ont la même liste, c'est-à-dire que c'est les mêmes valeurs. Absolument, oui. Là c'est deux vecteurs différents. Ça, c'est les coefficients du premier. Ça, c'est les coefficients du second. Et on fait le produit scalaire comme ceci. Mais pourquoi vous avez mis carré après? Là, maintenant, c'est phi et phi. Ouais. OK? Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est que cet espace produit tensoriel se comporte comme un espace standard. Vous avez chaque vecteur de l'espace qui se développe sur la base avec des coefficients qui correspondent au vecteur de base. Et, et ça, vous pouvez l'écrire en vecteur colonne, hein, si vous voulez. Vous allez avoir alpha 1, 1, alpha 1, 2, alpha 1, 3, etc., alpha 1, n. Si J si l'espace d'indexation J a n dimensions, et puis si l'espace I a m dimensions, ça va faire jusqu'à alpha m n.
Et maintenant, donc, si vous voulez faire le produit scalaire entre deux vecteurs comme ceci, bah, vous faites ça étoile fois celui de l'autre, là, plus ça étoile fois celui-là pour l'autre, etc., etc. Hein, donc le produit scalaire fonctionne pareil, et la norme fonctionne pareil, c'est la somme des modules, enfin la norme au carré, c'est la somme des modules au carré des coefficients. Donc c'est un espace vectoriel qui se comporte exactement comme tous. Il faut juste voir qu'effectivement, le produit hermitien de ça et de ça, c'est pareil que le produit hermitien de lui avec lui, fois le produit hermitien de lui avec lui. C'est ça qui garantit que la base en question est orthonormée. Alors, il y a un cas particulier intéressant. Donc on avait vu la dernière fois l'intrication, on va revenir dessus en détail aujourd'hui. Mais avant ça, si l'état donc si l'état du système global s'écrit donc si le premier phi, l'état du premier système, s'écrit, comment je vais le noter? Il me faut une lettre. Je vais l'écrire U. Donc, U pour le premier, point V pour le deuxième. Voilà. Et si psi, ou phi prime, pardon. Ah, donc ça, c'est dans H. Hein. Enfin, c'est-à-dire c'est dans 1 union 2. Donc ça, c'est psi prime dans 1 union 2. Donc je prends deux vecteurs de l'espace combiné. Ah, c'est compliqué les notations. Après, on va simplifier les notations, mais j'essaie d'être explicite au début. Donc, je prends deux vecteurs, mais attention, c'est deux vecteurs bien particuliers qui s'écrivent comme le produit tensoriel d'un certain état du premier sous-système et d'un certain état du deuxième sous-système. Alors, on a vu, vous vous souvenez, que tous les états ne s'écrivent pas comme ça. Il y a des états où on ne peut pas identifier un état bien défini pour le premier sous-système et un état bien défini pour le deuxième sous-système. Par définition, ce sont les états intriqués, mais parfois on peut. C'est le cas de tous les vecteurs de base. Ce vecteur correspond à l'état EI pour le premier système et l'état FJ pour le deuxième système. Plus généralement, vous pouvez avoir n'importe quelle combinaison des EI pour le premier et n'importe quelle combinaison des FJ pour le deuxième. Voilà deux tels états. Alors, quand on a ces deux états-là, alors le produit hermitien, donc, je vais le noter encore comme ça, entre les deux ici, donc le produit entre phi et phi prime, donc de 1 union 2 et de 1 union 2, que je peux écrire, si je veux, phi prime, de 1 union 2 et de 1 union 2, ça, en fait, il suffit de le développer, hein, je ne le fais pas pour vous gagner un peu de temps, il suffit de le développer et vous voyez que ce produit hermitien, ce n'est rien d'autre que le produit hermitien dans l'espace 1 de ça avec ça, fois le produit hermitien dans l'espace 2 de ça avec ça. Donc on voit à nouveau que le produit tensoriel, c'est bien un produit dans beaucoup de sens. Hein. C'est le produit des dimensions et le produit hermitien, c'est le produit des produits hermitiens des sous-systèmes. Donc c'est intéressant. Donc ça va faire H1 de U prime fois, exactement fois dans l'espace des nombres complexes, V prime. Et je suis dans l'espace 2. Et là, c'est H2. Voilà. Donc, quand on a des états séparables, non intriqués, le produit hermitien global, c'est le produit des produits hermitiens individuels. Ça, je peux encore l'écrire. U prime. Et ça, évidemment, V prime dans l'espace 2.
OK? Ah, j'aurais dû appeler tout ça peut-être troisièmement produit hermitien, si vous voulez. Bon, enfin, sinon, c'est pas grave. OK? Donc, pour les états qui ne sont pas intriqués, qui peuvent se mettre sous cette forme-là, le produit hermitien de deux tels états est trivialement donné par le produit des produits scalaires. Alors maintenant, évidemment, il y a d'autres états que ces états-là, sont les états intriqués, et on va voir un peu plus tard comment les traiter. Avant ça, enfin, comment les traiter du point de vue du produit hermitien, comme ça, hein, ça ne suppose pas que l'état n'est pas intriqué. Donc de toute façon, on sait calculer le produit hermitien. Mais avant de voir les particularités de ces états intriqués, il faut que j'introduise maintenant l'action des opérateurs dans le nouvel espace. Comment on passe des opérateurs qui agissent dans des espaces individuels à un opérateur qui agit dans l'espace produit tensoriel. Alors, si vous mettez 3 produits hermitiens, alors à ce moment-là, c'est 4. Et si vous n'avez pas mis 4, ce sera 3. Bon, bref, 4. Et j'appelle ça donc action dans l'espace produit tensoriel. Donc je vais définir maintenant le produit tensoriel des applications linéaires. Produit tensoriel. Bien sûr, comme toujours, je m'intéresse qu'aux opérateurs linéaires. Et donc, je vais supposer que j'ai... Alors, quelle notation j'ai pris Alors, j'ai un produit... j'ai un espace vectoriel E, un espace vectoriel F, et j'ai une application F de E dans E'. Donc j'ai aussi des espaces vectoriels E' et F'. Donc j'ai une première application linéaire qui va d'un espace dans un autre. Bon, l'espace vectoriel bien sûr. Et puis j'ai une autre application qui va de F dans F'. Bon, je prends deux applications de linéaire quelconques entre deux espaces vectoriels quelconques, pas forcément les mêmes pour l'un et pour l'autre, peu importe, cas complètement général. Et je vais considérer l'application de E croix F dans E' croix, mais croix tensorielle, F'. Je définis une application qui a chaque vecteur x et y, x dans E, y dans F, associe un certain vecteur de cet espace-là qui est f de x croix g de y. Alors je suis désolé, c'est vraiment des maths, hein, mais enfin c'est des maths évidentes. Il faut que vous voyez ce que ça représente. Vous avez un opérateur qui agit dans un espace, un opérateur qui agit dans un autre espace, et vous les combinez. Alors, vous les combinez pour faire une application qui donne f de x du premier, produit tensoriel, g de y, donc action sur le deuxième. Cette application est bilinéaire. À l'évidence, puisque f est linéaire en x et g est linéaire en y. Donc cette application est bilinéaire. Eh bien, en vertu de la propriété universelle, la propriété qu'on avait appelée propriété universelle de définition du produit tensoriel,
Il existe donc une application associée à celle-là. Qui, au lieu d'agir séparément dans E et dans F pour conduire dans cet espace-là, agit dans l'espace qui combine E et F pour aller vers le même élément. Donc, il existe une application, non plus de E et F individuellement, mais de E croix F dans le même espace, E' croix F', qui à x croix y donne f de x croix g de y. Donc, je reprends. Si j'ai f, application linéaire de E dans E'. Si j'ai g, application linéaire de f dans f', je peux toujours fabriquer cette application. Okay, elle est ce qu'elle est. Je constate qu'elle est bilinéaire. Et puisqu'elle est bilinéaire, plutôt que de partir individuellement d'un élément de l'un et d'un élément de l'autre, je peux en fait partir de l'espace combiné, le produit tensoriel, pour aller au même endroit. Et cette nouvelle application est unique et est linéaire. Donc, à partir de deux applications linéaires, F et G, on a fabriqué une unique application de E croix F dans l'espace produit qui est linéaire. Eh bien, cette application, celle-ci, là, cette application-là qui existe, quel que soit F, quel que soit G, vous prenez deux applications linéaires quelconques, il existe une unique application qui réalise ça, eh bien, on la note F croix G croix produit tensoriel. Oui. Vous avez fait la dernière fois le schéma où on a différents espaces. Ouais. C'est ça. C'est ça. Sauf que là, maintenant, c'est au niveau des actions. C'est-à-dire, vous avez deux... Oui, ça revient à ça. Vous avez deux... Cette propriété est universelle. Quelle que soit l'application bilinéaire qui prend deux vecteurs pour en faire un autre, vous pouvez en faire une application linéaire qui prend la combinaison des deux vecteurs pour aller au même point. Donc, on applique ça au cas où on a deux applications distinctes F et G, chacune linéaire. Donc, évidemment, ça fait une application bilinéaire. Et comme pour toute application bilinéaire, on peut utiliser la propriété universelle et donc lui associer une application unique qui la représente dans l'espace produit tensoriel. Et voilà donc ce qu'on entend par produit tensoriel de deux applications linéaires. Vous avez une application linéaire de E dans E', une autre de F dans F'. Eh bien, voici ce qu'est l'application linéaire qu'on appelle F croix G et qui se nomme le produit tensoriel des applications F et G. Bon. Ça vous paraît peut-être complètement évident, et ça l'est. J'essaye juste de l'expliciter de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par la suite. Alors maintenant, on va voir comment on peut traduire ça, enfin comment on peut utiliser ça avec les opérateurs d'un espace de Hilbert, d'un espace des états d'un système quantique. Alors, oui. Mais comme il existe dans ce qui est qu'on devait écrire sous forme de x croix y, comment est-ce qu'on pourrait appliquer f croix g? Alors, parce qu'elle est linéaire, si vous avez un état qui ne s'écrit pas x, y, il s'écrit néanmoins somme sur alpha j, ej de ei croix fj. Et vous avez l'application de ça, enfin l'action de l'application là-dessus, donc vous avez l'action par linéarité sur l'ensemble des états. Donc c'est ça qu'on va voir là maintenant. La linéarité, c'est super puissant, parce qu'il suffit d'avoir l'action sur des vecteurs de base, et vous avez l'action sur n'importe quel vecteur. Ok, donc petit b, action
sur les états d'un système quantique combiné. Oups, pardon. Bon, ça, c'était la définition mathématique générale. Maintenant, on se place dans le cas particulier où on a deux systèmes, donc H1 et H2, et on fabrique, enfin, deux systèmes associés aux espaces des états H1 et H2. On fabrique l'espace des états du système combiné, donc le produit tensoriel, comme on vient de le voir, et on a un opérateur G agissant sur le sous-système 1 et un opérateur F agissant sur le sous-système 2. Comment agissent ces opérateurs sur les états du système combiné? Alors, il se manifeste tout de suite un problème qu'on va résoudre trivialement immédiatement, mais je suppose qu'il ne faut pas que j'efface ça. Si, je peux effacer ça? Personne râle? Personne râle? Toujours personne? C'est bon, ok. Trop tard. Comment agissent G et F sur les états du système combiné, c'est-à-dire de H? Alors, on suppose qu'on connaît évidemment l'action de G sur les états du premier système. G appliqué à, je vais le noter comme ça, phi pour le premier système, c'est un certain vecteur. Alors, je suppose que j'ai comme coordonnées, donc somme sur I des alpha I I. Et donc ça, c'est somme sur I des alpha I G de I pour le premier sous-système. Bon, et ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça dépend de la matrice qui représente G dans cette base-là. De la même façon, j'ai F qui agit sur, je vais le noter, psi, un état du deuxième sous-système que je peux développer sur la base des FJ. Et donc, par linéarité, ça fait ceci. Comment agit G maintenant sur l'état phi psi, phi croix psi? Ben, on voit tout de suite qu'il y a un problème. G agit dans l'espace H1, G n'agit pas dans l'espace H1 croix H2. D'accord? Enfin, j'ai dit H2, enfin, ni dans H. Il agit ni dans H1, ni dans H2, ni dans H. G agit dans H1. C'est une matrice NN si N est la dimension de H1. Donc, il n'y a aucune chance de faire agir G sur un vecteur de cet espace-là qui a beaucoup plus de dimensions. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on promeut l'opérateur G qui agit au sein de H1 en un opérateur qui agit au sein de H de la façon la plus simple possible. On promeut G en un opérateur que je vais noter G' provisoirement. Je vais, en fait, en l'opérateur G' que je définis
comme étant G croix l'identité de l'espace H2. Donc ça, c'est très important. G agit au sein de H1 et pas de H2, donc pas de H non plus. Mais à chaque G qui agit dans H1, j'associe une application qui agit maintenant dans H. Et cette application, c'est le produit tensoriel, au sens où on vient de le définir, de G qui agit dans H1 et de l'identité qui agit dans H2. Autrement dit, physiquement, c'est très très simple. Ça veut dire que cet opérateur G', il agit dans l'espace combiné en faisant exactement ce que fait G sur la partie H1 et en ne touchant pas à l'autre partie. D'accord? Donc G, c'est un opérateur qui agit dans H1. On le promeut en un opérateur qui agit sur l'ensemble du système, qui a pour action la même que G dans l'espace sur lequel il agit déjà naturellement, et qui ne touche pas à l'autre. Oui? Mais comment est-ce qu'on sait que du fait que les états sont intriqués, G n'aura pas quelque chose... À nouveau, si les états sont intriqués, on va toujours pouvoir développer les états sur une base d'états non intriqués, et par linéarité, on aura le résultat. Mais comment est-ce qu'on sait que G ne va pas agir de façon non voulue sur le deuxième? Ben, ça garantit que G n'agit pas sur le deuxième. Il laisse le deuxième vecteur, le vecteur associé au deuxième système, inchangé. OK? Donc de même, F agit dans H2 et non dans H. Donc on ne peut pas faire agir F directement dans l'espace global, mais on peut le promouvoir on promeut F en l'opérateur F', qui par définition agit, lui, dans l'espace global, j'arrive tout de suite, en ne touchant pas au premier et en faisant sur le second exactement ce qu'il fait dans son propre espace. Donc ça va être l'identité 1 croix F. Oui? Oui, on va le faire. Oui, on va faire ça. On va faire ça au moins dans un cas particulier. Le problème, c'est que... Enfin, on va le faire pour deux qubits tout de suite après. Le problème, c'est que si vous avez un espace dimension n et un espace de dimension m, ou p, je ne sais pas, n et p, l'espace global, il est de dimension n fois p. Donc ça fait des maths... Enfin, si vous avez 3 et 5, ça fait tout de suite une matrice 15-15. Mais bon, oui. On va le faire pour, en tout cas pour 2 qubits, matrice 2-2 qui va devenir une matrice 4-4 par passage de produit tensoriel. Mais on va le faire, c'est absolument important, oui. OK, tout le monde a compris l'idée là. Bon, alors du coup, comment agissent ces vecteurs? Alors, pardon, ces opérateurs. On va voir ça tout de suite. Donc, action de G croix, enfin, action de G' égale G croix I2. Alors, on va voir l'action sur chacun des vecteurs de base. Alors, les vecteurs de base de l'espace produit tensoriel, ils se notent comme ça. En tout cas, c'est une base possible, oui.
Non, l'intrication est intrinsèque. Elle ne dépend pas de la base. On verra ça. Pardon? Vous allez voir, je vais le montrer. Donc, l'action de G' sur ça, c'est quoi? Bah, évidemment, hein, par définition, G' appliqué à EI.FJ, c'est en fait donc G croix l'identité 2 qui agit sur EI.FJ. Et ça, on sait faire, parce que ça, c'est exactement, ça répond à la... enfin, ça correspond à la définition qu'on avait. Ça, c'est un opérateur qui agit dans l'espace dont ça est un vecteur. Et écrit comme ça, vous voyez que G agit sur EI et I2 agit sur FJ. Et donc ça fait G agissant sur EI croix l'identité de 2 agissant sur FJ. Et donc, ça fait l'identité agissant sur FJ, bah, c'est FJ. Et donc, ça fait G de I croix FJ. Ouais. Est-ce qu'il y a l'inverse du produit vectoriel? L'inverse? L'inverse du produit vectoriel pour retrouver en fait à partir d'un état intriqué les états. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, pour un état intriqué, c'est un produit tensoriel de deux états. C'est une somme de produits tensoriels, qui justement n'est pas un produit tensoriel. C'est-à-dire, ça, c'est pas un état intriqué. On va revenir sur les états intriqués, mais la définition de l'état intriqué, c'est justement un état qui ne peut pas se mettre sous la forme d'un produit tensoriel simple. Oui? Mais je n'ai pas compris le truc. Comment est-ce qu'on est sûr que G', enfin, dans tout G1 ça existe, est-ce qu'il écoute vraiment une grandeur physique, elle n'actionnerait que sur EI et pas sur FJ aussi? Oui, par exemple, prenons un système de 2 qubits. Sur un des qubits, on a vu des tas d'opérateurs qui correspondent à des grandeurs physiques. Par exemple, le spin dans la direction Z. Ça, c'est un opérateur qui donc agit sur le premier spin. Son résultat ne va pas dépendre de l'état du deuxième spin. Si vous avez un système de 2 qubits, vous avez un opérateur qui va mesurer le premier qubit. Par exemple, l'instrument de mesure qui mesure une composante du spin, ça peut être un Sternegger-là. Donc vous avez un appareil de Sternegger-là qui va agir sur un spin, et puis l'autre spin, il est ailleurs. Donc ici, ça n'agit que sur ce spin-là, ça ne va pas toucher à l'autre. Mais il ne changera pas le spin de l'autre aussi? Non, si on a un état non intriqué. Et si on a un état intriqué, c'est intéressant, et on va voir ça. Non. Ça, c'est... Non. J'ai un opérateur qui agit dans un sous-espace du système global, qui agit sur un des sous-systèmes. Et je voudrais, maintenant que je considère l'espace global, il me faut des opérateurs qui agissent dans l'espace global, puisqu'il n'y a plus d'espace séparé. Donc, l'opérateur G, ce n'est pas un opérateur de l'espace global. C'est un opérateur d'un sous-système. Donc, comment je fais de l'opérateur G qui n'agit que sur certaines composantes, si on veut, du vecteur, comment j'en fais un système qui agit sur tous les états? Mon nouvel espace, c'est H. Mais G n'agit pas sur H, G agit sur H1. Et F n'agit pas sur H, F agit sur H2. Ça, c'est possible d'avoir des opérateurs qui font ça alors qu'ils sont impliqués. Non, mais c'est indépendant de l'état du système. Vous avez un opérateur qui agit sur un système. Bien. Et puis vous avez un autre opérateur qui agit sur un autre système. Mais maintenant, je dis, attention,
on va arrêter de considérer les systèmes séparés, on va considérer les systèmes ensemble. Ok, mais alors, les vecteurs d'état sont des vecteurs du système global, qui est le produit tensoriel. Mais je n'ai pas d'opérateur qui agit sur le système global. J'ai un opérateur qui agit dans un sous-espace et un opérateur qui agit dans un autre sous-espace. Donc ces opérateurs n'agissent pas sur les états du système. Mais sinon, c'est si on a un opérateur qui agit sur ce espace-là, mais du coup, il y a une implication, du coup, s'il agit sur les vecteurs qui sont... On va voir, on va voir. On va voir. Pour l'instant, juste, je construis. J'ai un opérateur qui agit dans un sous-système. Je voudrais en faire un opérateur qui agit sur tout le système. Eh bien, je vous dis comment on le fait. C'est très naturel. On garde l'action sur le sous-système qui le concerne et on ne touche pas au sous-système qui ne le concerne pas. Maintenant, si on a des états intriqués, comment se comporte cet opérateur? Eh bien, on va voir. Donc on est d'accord, j'ai ça. Pareil pour F. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Et je voudrais juste vous faire remarquer que l'opérateur G croix F, agit sur EI croix FJ en donnant, par définition du produit tensoriel des applications linéaires. Vous aviez une question? Ouais? Chut, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous pouvez dire celui-là, par exemple? D'accord, un qui est juste... Eh bien, il agit... Donc, je répète la question, ceux qui n'ont pas entendu. Donc là, je suis en train de voir comment combiner des opérateurs. Mais ce que dit votre camarade, c'est que à partir du moment où on a l'espace H qui est ce qu'il est, et qui a une dimension n fois p, si le premier a dimension n, deuxième dimension p, je peux imaginer simplement un opérateur qui n'a rien à voir avec des opérateurs individuels qui agissent chacun dans son propre sous-espace, mais qui est juste un opérateur qui est donné comme tel, agissant dans cet espace-là global. Oui, bah très bien, cet opérateur. Ça, j'ai donc un espace de dimension np avec comme base EI croix FJ pour tous les I et tous les J. Vous pouvez les ordonner par exemple dans l'ordre alphabétique ici. Donc vous avez E1, F1, E1, F2, E1, FP, et puis E2, F1, E2, FP, et puis EN, F1, EN, FP. Donc voilà, in extenso, la liste. Alors à chaque fois, il faudrait mettre ça, d'accord? Voilà la liste des vecteurs de base. Eh bien, je peux représenter, un opérateur quelconque, je vais le noter O comme opérateur, qui agit sur cet espace, c'est un opérateur qui est entièrement spécifié par son action sur celui-là, son action sur celui-là, son action sur tous les vecteurs de base, et que je peux représenter par une matrice dans cette base-là, qui a NP lignes et NP colonnes, avec des coefficients ici, qui sont ce qu'ils sont. Et si c'est un opérateur qui est associé à une grandeur physique, eh bien cette matrice sera auto-adjointe, c'est-à-dire hermitienne, égale à sa transposée conjuguée. Donc certes, je peux définir un opérateur qui agit globalement sur l'espace et qui n'a rien à voir avec, qui n'est pas forcément d'ailleurs décomposable en le produit tensoriel d'un opérateur qui agit dans un sous-espace et d'un opérateur qui agit dans l'autre sous-espace. Donc effectivement, au sein de cet espace global, je peux imaginer un nombre gigantesque d'opérateurs spécifiques et le définir comme auparavant. Donc on peut imaginer une grandeur physique qui, c'est-à-dire un opérateur hermitien, qui est pertinente pour l'ensemble du système, mais qui n'est pas définie dans les sous-systèmes individuels, qui n'est pas décomposable de cette façon-là. Oui ? Là? Eh bien, en fait,
c'est la définition. Quand je l'ai écrit de façon générale, c'était écrit là sans doute, à moins que oui, c'était là. Vous vous rappelez, j'avais f de E dans E', qui AX donne f de x. Ensuite, j'avais G de f dans f', à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus, c'était peut-être G et f, mais enfin peu importe, qui AY donne G de y. Et puis, j'avais l'application de E croix F dans E' croix tensorielle F' qui, à x et y, donne le produit tensoriel f de x, g de y. Et ensuite, j'en ai fait l'application que j'ai justement appelée f croix g de E croix F dans E' croix F', qui, à x croix y, donne, donc par définition, f croix g appliqué à x croix y, égale f de x croix g de y. Voilà comment j'ai défini l'application. Ça répond à la question? OK? Voilà. Donc effectivement, si j'ai une application croix une autre qui agit sur un vecteur croix un autre, eh bien le résultat, c'est celle-ci appliquée à ça, et ça, enfin chacun agit dans son espace. Quand ça peut se mettre sous cette forme-là, mais votre question était bonne, il peut y avoir des opérateurs qui agissent globalement sur le système sans avoir une action séparée sur l'un ou l'autre des sous-systèmes. Voilà. La définition du produit tensoriel de deux applications, c'est que chacun agit sur son sous-espace. Alors, quand on a un vecteur d'état qui lui-même s'écrit comme un vecteur de l'un croix un vecteur de l'autre, alors l'action est évidente. Et je vous fais remarquer donc que ceci, je vais réeffacer là maintenant. Non? On l'avait déjà écrit ça. Donc ça fait G appliqué à EI croix F appliqué à FJ. Au passage, bon, j'efface quand même. Too late. Au passage, si vous avez un état, si vous avez donc soit un état propre de G pour la valeur propre G1. Je le note, enfin pour la valeur propre petit g. Je le note petit g. Et puis, soit un état propre de f pour la valeur propre petit f. Je le note petit f. Maintenant, donc ça c'est un état du premier sous-système. Donc c'est un quête de l'espace H1. L'autre c'est un quête de l'espace H2. Maintenant, je peux former le quête produit tensoriel f croix g, qui est un état du système combiné. Donc je vais l'appeler système global, hein, c'est-à-dire qu'il appartient à H. Alors, quelle est l'action de G croix F sur ce vecteur? Eh bien, comme pour le vecteur de base ici, mais c'est vrai de manière générale, encore une fois, c'est ce que je viens de rappeler là dans la définition de l'opérateur produit tensoriel, ceci n'est rien d'autre que G appliqué à G, croix F appliqué à F. Alors, si ces vecteurs ne sont pas vecteurs propres, ça fait ce que ça fait, mais s'ils sont vecteurs propres, c'est le cas que je choisis ici, G appliqué à G, ça fait GG, d'accord? Par définition, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre petit g. Et l'autre, F appliqué à F, c'est FF. Par définition, j'ai pris un vecteur propre associé à la valeur propre F. Et donc, vous voyez, là, simplement par linéarité, là, ça, finalement, c'est égal à GF
fois G croix F. C'est sympathique. Vous voyez donc que si vous avez un état propre du premier opérateur agissant dans un premier sous-espace, puis un état propre du second opérateur agissant dans un second sous-espace, leur produit tensoriel est état propre, est vecteur propre dans l'espace produit tensoriel, avec quelle valeur propre? Le produit des valeurs propres des états individuels. Donc à nouveau, vous voyez que ce produit tensoriel, il y a vraiment du produit dedans, quoi. Si vous avez un vecteur propre de l'un et un vecteur propre de l'autre, alors leur produit tensoriel est vecteur propre du produit tensoriel des applications, avec pour valeur propre le produit des valeurs propres. Enfin, ça prend une ligne, c'est plus facile à voir qu'à énoncer. Mais bon, tout ça, c'est des petits calculs triviaux qui pourraient plutôt être dans un TD d'ailleurs, mais j'essaye de vous familiariser un peu avec ça, parce qu'on va voir maintenant comment agissent des opérateurs sur un système qui n'est plus, qu'on ne peut plus écrire simplement comme le produit de l'état de l'un et de l'état de l'autre, mais de manière générale, comme une combinaison de ces choses-là, y compris pour des états donc, qui sont intriqués, c'est-à-dire qui s'écrivent comme des combinaisons de ça, mais qui ne peuvent pas s'écrire comme ceci. Qui ne peuvent pas s'écrire comme un état pour l'un, croix un état pour l'autre. Et ouais. Alors on peut quand même leur appliquer les opérateurs, justement, en développant l'état global sur la base des opérateurs, sur la base des vecteurs produits tensoriels, qui eux ont une évolution bien connue sous l'effet de l'opérateur. Mais quand, ce que je veux dire, c'est que l'opérateur, quand on fait une multiplication d'un produit tensoriel d'opérateur sur produit tensoriel de vecteur, on va appliquer chaque opérateur sur l'état qui est dans son propre... Ouais, absolument. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça veut dire que pour l'état intriqué, on a une sommation d'états qui sont dans différents systèmes. Ouais. Donc on ne peut pas leur appliquer. Mais si, parce que c'est linéaire. Parce que ça, c'est linéaire. Et donc, ça appliqué à une somme d'états, c'est la somme de ça appliqué aux états. On va voir ça. C'est bon jusque-là? C'est à peu près bon jusque-là? Ok, alors maintenant, on va voir l'action. Alors, je ne sais plus, c'est un cinquièmement peut-être ou... Alors, cinquièmement, ah pardon, je vais commencer par action sur un état quelconque. Ah... J'essaie de gagner du temps, mais quelle heure est-il? Ouais, c'est une petite demi-heure. Je rajoute juste une ligne à ça. Désolé pour le... Donc, on est d'accord qu'on a ça. Et par conséquent, donc, je rajoute juste une ligne. Action sur un état quelconque. Alors, un état quelconque, phi de l'espace vectoriel combiné. Hein. H, c'est H1 croix H2. Un état quelconque de cet espace s'écrit comment? Eh bien, il s'écrit phi égale somme sur I et sur J, I dans I, J dans J, de alpha ij, EI, croix FJ. OK?
C'est l'écriture la plus générale d'un état dans l'espace H. Alors, comment agit G croix F là-dessus? Eh bien, par linéarité, ceci va être égal à somme sur I et sur J de alpha IJ, G croix F, appliqué à EI, croix FJ. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté en fait. Même si ce vecteur ne peut pas se mettre sous la forme d'un certain U croix un certain V, quand ça peut se mettre sous cette forme-là, il y a plein de cas, enfin il y a des cas où ça peut se mettre sous cette forme-là, alors à ce moment-là, l'action de G croix F, ça va être G appliqué à U, croix G appliqué à V. Si l'état peut se mettre sous cette forme-là, ça donne ça. C'est ce qu'on vient de voir ici. Hein? Si vous pouvez, enfin, c'est ce qu'on a vu. Enfin, bref, c'est ce qu'on a vu, je ne sais plus où. Je l'ai effacé. Mais tous ces états-là ne peuvent pas se mettre sous cette forme-là. Mais alors, comment on fait? Bah, très simple. Cet état-là étant la somme d'états de ce type-là, d'états produits tensoriels simples, par linéarité, l'action de l'opérateur sur cet état, c'est la somme des actions de l'opérateur sur les états séparés, sur les différentes composantes, disons. Et ça, je sais le faire. Ça, c'est G appliqué à EI, croix F appliqué à FJ. Hein, donc ceci est égal à somme sur I et sur J des alpha JI, G appliqué à EI, croix F appliqué à FJ. D'accord? Donc si je connais l'action de G dans son sous-espace, donc ça veut dire que je connais son action sur n'importe quel vecteur de la base, et si je connais l'action de F dans son propre sous-espace, c'est-à-dire son action sur n'importe quel vecteur de base, alors je connais l'action de G croix F sur n'importe quel vecteur de l'espace combiné, y compris des états qui ne sont pas séparables en l'état de l'un et l'état de l'autre. D'accord? Simplement par linéarité. OK? Donc, si vous avez un opérateur qui agit dans un sous-espace et un opérateur qui agit dans l'autre, vous savez fabriquer l'opérateur qu'on appelle produit tensoriel qui agit sur l'ensemble du système. Mais comme l'a dit votre camarade, il existe aussi d'autres types d'opérateurs qui agissent globalement dans l'espace combiné sans qu'ils puissent être décomposés en une action sur l'un sous-système et une action sur l'autre sous-système. Ça dépendra de spécifier l'action de cet opérateur sur chacun des espaces. À ce moment-là, c'est ça. Il faut spécifier l'action sur chacun des vecteurs individuels. OK, alors maintenant, j'en viens au cas particulier. On va voir explicitement comment ça se met en œuvre avec des spins sur des spins ennemis, avec des opérateurs de spin. Bref, on va récupérer ce qu'on a fait jusqu'à présent pour voir concrètement comment ça se met en œuvre. Donc dans un système de 2 qubits. Alors, j'ai un petit A, action de SZ1. Donc j'ai 2 spins, enfin j'ai 2 spins ennemis, 2 particules de spin ennemis, qui chacune a un espace des états qui est un espace de dimension 2, donc chacune est un qubit. Et je vais noter, alors je vais choisir une base dans cet espace des états du qubit. Donc je vais prendre, comme on l'a fait jusqu'à présent, je vais noter plus 1 et moins 1. Alors c'est ceux qu'on avait notés, en fait, c'est ceux-là, là. Plus, plus Z et moins Z. C'est-à-dire que ce vecteur-là, c'est le vecteur d'état qui a un spin plus h bar sur 2 dans la direction Z. D'accord? Donc si je fais S appliqué à plus Z1, ça fait h bar sur 2 plus Z1. Et si je fais S appliqué à moins Z1, ça fait moins h bar sur 2 moins Z1.
Donc à ce stade, j'ai juste l'espace H1 qui correspond au premier spin. Bien. Et puis par ailleurs, je vais faire, je vais m'intéresser au deuxième spin et je vais choisir aussi une base dans ce deuxième sous-espace. Donc plus Z2 et moins Z2. Et si je voulais, je saurais écrire l'action de l'opérateur SZ sur ces de SZ2 là-dessus, l'opérateur SX là-dessus, enfin SX2, l'opérateur S dans n'importe quelle direction U, donc S scalaire U appliqué là-dessus, voilà. Bon. OK. Et maintenant, je considère le vecteur, le système, donc l'espace vectoriel H, le système global, donc l'espace vectoriel H, H1 croix H2, qui a pour base, alors, on va prendre comme base, donc il y a plus, je ne mets plus les Z provisoirement, si on en a besoin plus tard, je les remettrai, mais pour l'instant, je ne les mets pas. Donc j'ai plus 1 croix plus 2. J'ai aussi plus 1 croix moins 2. J'ai également moins 1 croix plus 2 et moins 1 croix moins 2. Donc sans surprise, la dimension de l'espace produit tensoriel, c'est 4, puisque c'est 2 fois 2. Le produit des dimensions des espaces individuels. OK. Voilà. Et maintenant, je me pose la question, comment agit l'opérateur SZ? Ah, j'ai oublié de mettre le Z là, excusez-moi. Comment agit l'opérateur SZ? Ah, par exemple, si je veux faire une mesure du spin, alors l'opérateur SZ1, aïe, aïe, aïe. C'est vraiment compliqué d'être rigoureux sur les notations. Donc, c'est l'action de l'opérateur SZ1. Donc, je mesure le spin de la première particule, sachant que je n'ai pas juste une particule, j'ai les deux particules, qui peuvent être intriquées ou pas intriquées. Mais j'aurai l'action de SZ1 sur n'importe quel état du système combiné, dès lors que j'arrive à avoir l'action de SZ1 sur chacun des vecteurs de la base. Ensuite, si j'ai une combinaison de ça, ce sera la combinaison des actions. Sauf que, attention, SZ1 n'agit pas dans cet espace-là. SZ1, il agit dans cet espace-là. Donc, il faut que je promeuve SZ1 en un opérateur qui va agir sur l'ensemble de l'espace. Donc, c'est la construction qu'on a déjà faite. Je vais l'appeler S'Z1. OK. Et c'est donc, en fait, SZ1 croit l'identité de l'espace 2. Donc, si on a un état combiné, il fait l'action qu'il doit faire sur la première particule et il ne touche pas à l'état de la deuxième. Okay. Donc, allons-y. Appliquons cet opérateur à ce vecteur-là, puis à celui-là, puis à celui-là, puis à celui-là. Et en faisant ça, on aura ce que vous demandiez tout à l'heure, une représentation matricielle, si on le souhaite, de cet opérateur dans cette base-là. OK? Alors, allons-y. Donc, S'Z1 appliqué à plus 1 plus 2. Alors, par définition, c'est donc ça appliqué à ça, c'est-à-dire Sz appliqué à lui, croix I2 appliqué à lui. Ça va donc faire... Allez, je vais l'écrire une fois complètement. Donc, c'est ça appliqué à plus 1 croix plus 2.
Et c'est donc SZ1 appliqué à plus 1 croix I2 appliqué à plus 2. Et c'est donc, alors, SZ appliqué à plus 1, eh ben c'est H bar sur 2 plus 1. Enfin, SZ1 appliqué à plus 1, c'est H bar sur 2 plus 1. Hein, c'est ce qui est rappelé ici pour le premier. Et le deuxième, bah, ça n'y touche pas. Et là, vous constatez, avec bonheur, que ce vecteur-là, celui-ci, là, le premier vecteur de base, est en fait vecteur propre de SZ1 pour la valeur propre H bar sur 2. OK? Normal, en fait, physiquement, ce SZ, enfin, un vecteur propre, c'est un état qui a une valeur bien définie de la grandeur en question. Ici, on s'intéresse à la grandeur spin composante du spin dans la direction Z. En fait, on s'intéresse à la grandeur composante du spin de la première particule dans la direction Z. D'accord? Eh bien, lorsqu'on est dans cet état-là, la réponse est une grandeur bien définie, H bar sur 2. Parce qu'effectivement, dans cet état-là, le premier qubit, le premier spin, a une valeur bien définie, H bar sur 2. Et le deuxième, peu importe, c'est pas lui, enfin, c'est pas ça la question. La question, c'est quelle est la grandeur du spin de la première particule dans la composante Z du spin de la première particule. Il est bien naturel, heureusement, qu'on trouve que lorsqu'on est dans cet état-là, ben oui, il y a une valeur bien définie qui est H bar sur 2. Donc cet état-là doit bien effectivement être vecteur propre associé à la valeur propre H bar sur 2. C'est le cas. Alors, de la même façon, si on regarde maintenant donc l'action de l'opérateur composante du spin de la première particule dans la direction 1 pour l'état plus 1 moins 2, on va trouver, alors de la même façon, c'est SZ appliqué au premier, ça fait H bar sur 2 le premier, croix I2 appliqué au second, c'est-à-dire juste lui-même. Et on voit qu'à nouveau, ce vecteur-là est vecteur propre pour la valeur propre H bar sur 2. De la même façon, SZ1 appliqué à moins 1 croix plus 2 est égal à, alors cet opérateur-là, en fait, c'est SZ1, celui-là, il doit y avoir un prime, croix I2. Donc, le premier agit sur le premier, facile, ça donne moins H bar sur 2 lui-même. Croix, le deuxième qu'agit sur le deuxième, c'est-à-dire qu'il le laisse inchangé, donc croix plus 2. Et donc on trouve que ce vecteur-là, qui est un vecteur d'état de l'espace combiné, est vecteur propre de l'opérateur composant du spin Z de la première particule pour la valeur propre, moins H bar sur 2, normal, puisque cet état-là, c'est justement la combinaison d'un état qui a une composante de Z sur la première particule égale à moins H bar sur 2, et peu importe l'autre. Et d'ailleurs, si on prend le quatrième, on va trouver la même chose. Oui? On est bien d'accord que le produit tensoriel, si on le fait sur un même espace, c'est un seul produit. Ça, là. C'est ça que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que si le produit de deux états, le produit tensoriel de deux états et les deux états viennent du même espace, c'est juste un produit des deux états. Oui, alors c'est pas un produit tensoriel du coup. Non, c'est pas un produit non plus. En fait, on ne peut pas former une chose pareille. Pour faire un produit tensoriel, il faut deux vecteurs de deux espaces différents. Alors ces deux espaces peuvent être isomorphes, peuvent être le même pour une autre particule, mais si vous êtes au sein d'un espace, vous pouvez faire un produit scalaire, mais vous ne pouvez pas faire un produit tensoriel. Sinon, il vous faut une duplication du premier espace, mais du coup, c'en est deux différents. Enfin, vous les considérez de façon différente. Même s'ils ont exactement les mêmes propriétés.
Oui, bah c'est le cas pour les deux spins. Vous avez deux spins, chaque espace est le même que l'autre, mais concernant une autre particule. Ok, donc on trouve ça. Et donc la représentation matricielle de l'opérateur SZ. Alors tout de suite après, on va simplifier les notations parce que je commence à en avoir un peu marre d'écrire tous ces indices en haut, en bas, partout, mais c'est bien de comprendre comment ça se fait vraiment une fois. Donc, si je veux représenter SZ'1 dans la base, celle-ci là, j'ai obtenu quoi en fait? L'image du premier vecteur que je développe sur l'ensemble des autres vecteurs. Alors je trouve h bar sur 2, 0, 0, 0. Le premier vecteur est vecteur propre avec la valeur propre h bar sur 2. Appliqué au deuxième vecteur, ça donne 0 pour le premier, h bar sur 2 pour le premier, 0, 0. Pour le troisième, 0, 0, moins h bar sur 2, 0, 0, 0, 0, moins h bar sur 2. Ou si vous préférez, ça fait h bar sur 2 fois 1, 1, moins 1, puis des 0 partout. Donc voilà la représentation matricielle. Alors, vous reconnaissez ici une espèce de duplication de... Si vous avez SZ1 dans l'espace 1, vous vous rappelez, sa matrice, c'était la matrice sigma 3, là, hein, enfin, fois h bar sur 2, pardon. La matrice de Pauli numéro 3. Eh bien là, en fait, ce 1 devient l'identité, c'est-à-dire une matrice à deux dimensions, l'identité du sous-espace 2, et lui devient moins l'identité du sous-espace 2, c'est-à-dire moins 1, moins 1. Une façon de le voir. Bon. En tout cas, voilà, on a calculé l'action de cet opérateur sur les 4 vecteurs de base. Ça donne ça. Et du coup, voilà, on peut avoir l'action maintenant sur n'importe quel vecteur. Oui? Quand vous développez sur les lignes en de différents vecteurs, on a plus, ouais. Plus, il donne h bar sur 2, plus. Puis 0 sur plus moins, puis 0 sur moins plus, puis 0 sur moins moins. Et pareil pour les autres. D'accord? Ok. Bon, c'est chouette ça. Alors, quelle heure est-il? Ok. Alors, soit on écrit SX. Ouais, on va écrire SX. Oui? Ah non, non, on a choisi celle-là. On aurait pu faire plus, moins plus. Et à ce moment-là, ce sera une autre matrice. Oui, si vous changez l'ordre des vecteurs de base, ça change la matrice. D'accord? Bon, avec celle-là, ça donne ça. Alors, calculons maintenant, donc petit b. Juste avant, je le dis oralement, donc on a l'action sur chacun des vecteurs de base, on a cette matrice. Allez, avant le petit b. Si on fait l'action sur le vecteur, sur alpha plus plus, alors on va le noter comme ça maintenant, hein. Le plus 1 croix plus 2, je vais noter plus plus. Le plus 1 croix moins 2, je vais le noter plus moins. Et puis moins plus delta moins moins. C'est archi conventionnel de faire comme ça. On comprend tout de suite pourquoi c'est mieux de faire ça que comme ça. Même si c'est moins explicite, on voit bien de quoi on parle. Le premier signe qui est écrit concerne la première particule et le deuxième, la deuxième. Alors l'action là-dessus, c'est quoi? Eh bien, SZ'1 appliqué à tout ça, c'est égal à alpha fois SZ plus 1 associé au premier, là. Donc c'est alpha h bar sur 2 plus
plus bêta h bar sur 2 plus moins, plus gamma, alors moins gamma h bar sur 2 moins plus, moins delta h bar sur 2 moins moins. D'accord? Donc voilà le vecteur qu'on obtient. Donc, même si ici vous avez un vecteur pour lequel on n'a pas alpha, gamma égale bêta, delta, on avait dit que du coup c'est un état intriqué, eh bien on peut quand même calculer son produit. Soit dit en passant, ce n'est rien d'autre que cette matrice appliquée au vecteur colonne alpha, bêta, gamma, delta. Hein. D'accord? Ça c'est le vecteur colonne qui représente ce vecteur-là dans la base écrite ici. Donc on calcule l'action de l'opérateur sur le vecteur de façon complètement standard. La matrice fois le vecteur, écrit dans la même base. J'ai vu un bras, ah oui. Mathématiquement, comment on va distinguer SZ de 1 et SZ de 2? Alors, SZ de 2, faisons-le. SZ2. Alors SZ2, il agit sur le vecteur, sur le deuxième sous-espace. Si je veux avoir son action sur l'ensemble du système, il faut que je le promeuve comme l'identité du premier sous-espace croît SZ de 2, ok? Et ça, quelle est son action sur les vecteurs de base? Alors voyons. Son action sur les vecteurs de base, eh bien ça va être, bah tiens on va l'écrire. Alors, SZ'2 appliqué à plus plus. Alors, l'identité sur le premier plus, ça ne change rien. Et SZ sur le deuxième plus, enfin SZ2 sur le deuxième plus, ça fait H bar sur 2 lui-même. Donc ça, c'est égal à H bar sur 2 plus plus. OK? Maintenant, appliqué au deuxième vecteur de notre base, on l'a choisi dans cet ordre-là, on garde le même ordre. Alors ça, le premier, donc l'identité sur le premier plus, ça fait le premier plus. Et SZ2 sur le moins ici, ça fait moins H bar sur 2 lui-même. Puisque ce moins est vecteur propre de SZ2 pour la valeur propre moins H bar sur 2. Donc ça fait moins H bar sur 2 plus moins. Et puis le même appliqué à moins plus. Alors ça ne va pas toucher au premier. Et sur le deuxième, ça va faire plus H bar sur 2 lui-même. Et enfin, pour le dernier, moins, moins. Ça ne touche pas au premier. Et ça fait moins H bar sur 2 lui-même pour le deuxième. Donc, moins, moins. Autrement dit, la représentation matricielle de SZ2', la voici. Le premier vecteur est vecteur propre avec la valeur propre H bar sur 2. Je vais mettre H bar sur 2 en facteur. Le deuxième vecteur est vecteur propre aussi avec la valeur propre moins H bar sur 2. Le troisième, plus H bar sur 2. Et le dernier, moins H bar sur 2. Ben non, parce que SZ1 agit sur le vecteur 1 pour en faire lui-même fois H bar sur 2. SZ2, non mais la même chose sur le vecteur du deuxième sous-espace. Oui, donc c'est-à-dire que SZ1 appliqué à lui, ou SZ1 appliqué à lui, ou SZ2 appliqué à lui, c'est pareil. SZ1 appliqué à lui, ça donne plus H bar sur 2. Et par contre, SZ2 appliqué à lui, ça donne moins H bar sur 2. Ce vecteur-là est vecteur propre de SZ1' pour la valeur propre plus H bar sur 2, mais vecteur propre de l'opérateur SZ2' pour la valeur propre moins H bar sur 2. Et c'est ce qu'on voit là. Donc ce n'est pas le même opérateur. Ils n'ont pas la même action sur chacun des vecteurs de base. Oui. C'est pas le même opérateur. Alors, vite fait, on fait SX, parce que vraiment, sinon, on va perdre une demi-heure la prochaine fois, juste pour ça. Regardez comme c'est beau. On va faire l'action de SX. Donc, petit b SX.
Alors, Sx1', enfin, action de Sx1'. Juste que ça rentre bien. Donc, Sx1', on est d'accord que ce n'est rien d'autre que Sx1 pour la partie premier qubit, enfin premier spin and demi, croix l'identité pour le deuxième. On ne touche pas au second. Alors, quelle est l'action de ça? Je vais le noter, G pour ne pas écrire tous les indices à chaque fois. Alors, G appliqué à ++, ça donne quoi? Alors, ça c'est intéressant. Je vais l'écrire une fois en toutes lettres pour que vous voyez comment, enfin en développer comme ça, que vous voyez comment ça se passe. C'est cet opérateur-là appliqué à plus pour le 1, 3 plus pour le 2. Alors je vous rappelle que Sx appliqué à plus, vous vous rappelez Sx, hein, c'est la matrice h bar sur 2 dans la base plus moins suivant z. C'est cette matrice-là, d'accord, hein, c'est sigma 2, c'est la matrice de Pauli numéro 2. Donc, appliqué à plus, ça donne h bar sur 2 moins. Et appliqué à moins, ça donne ça donne plus h bar sur 2 plus. Ça échange plus et moins. C'est la matrice de Pauli numéro 2, enfin, fois h bar sur 2. Donc, ça appliqué à ça, ça donne quoi? Eh bien, ça donne Sx appliqué au premier, c'est-à-dire moins pour le premier. Et puis, l'identité appliquée au deuxième, c'est-à-dire plus pour le deuxième. Yes? Autrement dit, G appliqué, enfin, mon opérateur appliqué à plus, il donne moins plus. Alors, essayons de voir ensemble ce que donne l'application au deuxième, au troisième et au quatrième, et on aura la matrice. Alors, G appliqué à plus, moins, ça donne, donc on a, oui? Il manque? H bar sur 2, merci. Merci. Alors, G appliqué à plus moins, c'est Sx appliqué au premier ici, c'est-à-dire à plus, donc ça fait moins. H bar sur 2 fois moins, pardon. Et puis l'identité sur le deuxième, ça ne bouge pas, donc ça fait moins H bar sur 2 moins moins. Maintenant, G appliqué à moins plus. Alors, G sur le moins, il fait H bar sur 2 plus. Et le deuxième plus ne change pas. Et enfin, G appliqué à moins moins, eh bien ça fait H bar sur 2, le moins devient plus, et le deuxième ne bouge pas. Par conséquent, la représentation de Sx1 chapeau prime, dans notre base, la base qu'on a choisie, plus, moins, moins, c'est, alors, appliqué à plus, donc je vais mettre H bar sur 2 en facteur aussi, hein. C'est juste la dimension. Donc, plus, ça fait moins plus. Alors, je vous rappelle, l'ordre de nos vecteurs, c'était plus, moins, moins. Donc, ça fait 0, 0, 1, 0. Le deuxième, appliqué à plus, moins, ça fait H bar sur 2, moins, moins. Donc, moins, c'est le dernier. Donc, 0, 0, 0, 1. Et puis ici, ça fait... Alors, à moins plus, ça fait plus, c'est-à-dire le premier. 1, 0, 0, 0. Et moins, ça fait le deuxième. 0, 1, 0, 0. Voici la matrice qui représente l'opérateur spin de la première particule, enfin, composant dans le suivant x du spin de la première particule. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous pouvez appliquer ça à n'importe quel état, alpha, bêta, gamma, delta, ça fois ça, et vous aurez le résultat. Donc, si vous avez un état quelconque de l'espace combiné, y compris d'ailleurs un état qui est intriqué, bah, vous avez l'action de l'opérateur sur cet état. Ça sera cette matrice fois celle-là.
Donc vous voyez, là aussi, ça fait un peu comme si on avait dupliqué la matrice de Pauli numéro 2, là. À la place du 1, on a l'identité de l'autre sous-espace. Et si on voulait Sx2' appliqué à ça, sur plus plus, ça va faire plus moins, h bar sur 2. Lui bascule en moins, lui n'est pas touché. Si vous voulez appliquer à plus moins, le premier n'est pas touché, le deuxième bascule en plus. Appliquer à moins plus, le premier n'est pas touché, le deuxième bascule en moins. Et sur moins moins, le premier n'est pas touché, le deuxième bascule en plus. D'où la représentation matricielle de Sx' de chapeau dans la base en question. Et je m'arrête là, c'est promis. En plus, là, je vais même déborder sur le cours d'après. Donc, ça fait le premier donne le deuxième. Le deuxième donne le premier. Le troisième donne le dernier. Et le dernier donne le troisième. OK? Bon, allez, je m'arrête. Révisez bien pour vendredi. Et on continuera ça, on finira ça avec vraiment l'action sur les états intriqués, voir ce qui se passe, y compris le paradoxe, le fameux paradoxe EPR. Je vous promets, ça va décoiffer. Oui.